Voilà. Jacques Van der Weken va vous entretenir de la commission technique et droit. Après Jacques, nous aurons donc une conférence par le juge de paix Vincent Delforge. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Vincent Delforge, parce que je voudrais m'assurer qu'il soit là, parce que moi, personnellement, je ne le vois pas. Françoise de Roy qui m'a Oui, ben oui. mais elle va revenir. Elle va revenir? Ah oui, ok. Ça va. Elle est partie faire un tour. Voilà. Tu as la parole. Merci beaucoup. Merci Alain. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin de micro pour m'exprimer. Donc, ben, si vous me revoyez encore une fois à cette table, c'est pour vous parler de copropriété. Mais avant cela, je prends ma casquette de président de la commission technique et droit pour vous rappeler que l'année dernière, ou fin de l'année dernière, nous avons, au sein de l'UGEP, rassemblé la commission mitoyenneté, la commission copropriété, disons ce qu'on faisait de façon générale, et alors aussi ouvrir une partie bornage. Malheureusement, ben, on a dû faire ça, c'est faute de combattants. Et donc, comme vous savez, nous avions un confrère assidu en mitoyenneté qui était Michel Alexandre, et peu de confrères viennent nous aider dans cette partie-là de mitoyenneté. Donc, on avait une commission qui fonctionnait assez bien, mais on ne produisait pas grand-chose à part les prises unitaires. Puis pour finir, bon, les cas vécus, etc., on en a parlé toujours un peu, enfin disons, on tournait toujours un petit peu en rond. Donc on s'était dit, faute de combattants, on va faire plutôt faire 10 réunions par an, on va en faire 3-4 mitoyennetés, 3-4 bordages et 3-4 copropriétés. Sauf que la mitoyenneté, ben, on en a fait mélanger à une ou deux réunions de copropriété. Donc voilà. Donc je fais de nouveau un appel aux confrères qui seraient un petit peu intéressés à la mitoyenneté, mais qui ont surtout envie de reprendre le lead là-dedans, au sein de cette commission technique et droit, et qui traite de sujets. Il y a plein de sujets en mitoyenneté. Il y a un confrère qui est venu me voir en me disant qu'Homegrid racontait des bêtises sur les sites. Donc, ce serait évidemment très, très, très intéressant qu'on reprenne la main et qu'on, disons, on remette l'église au milieu du village en termes de ce qu'il raconte sur les sites internet concernant les murs présumés mitoyens. Concernant la copropriété, en avril dernier, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Corinne Mostin pour une conférence dont le thème était le rapport motivé du géomètre expert. Donc on n'était pas si nombreux que ça, je pensais que ça allait rameuter plus de foule, mais bon voilà. Parce que Maître Mostin est quand même la spécialiste à Bruxelles en termes de copropriété et en général, elle présente bien les sujets. Et elle est très claire. De son exposé, nous avons rediscuté dans le cadre de notre commission. On a discuté, on est revenu plutôt sur différents points pour lesquels on n'était pas tout à fait d'accord avec elle. Et donc, c'est ceux-là dont je voudrais vous parler maintenant. C'est assez simple. Dans le cadre du descriptif de l'immeuble, nous préconisons de ne pas citer de manière exhaustive les éléments communs de l'immeuble. Donc, elle semble plutôt dire, bien, faites le descriptif comme les notaires le font, hein, sont communs, tac, 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 les façades, les murs, les fondations, etc. etc. Et de vraiment faire quelque chose de relativement exhaustif. Enfin, l'autre terme de la commission, je pense, l'avis unanime était de dire, laissons les notaires faire ça, ils ont un template, ça semble plus ou moins bien fonctionner, donc laissons-les faire ça. Par contre, le géomètre sera attentif aux éléments spéciaux, tels qu'une citerne à haute pluie, une pompe de relevage, etc. Il mentionnera dans son rapport si c'est un élément commun, privatif ou commun usage privatif, et en définira les règles d'usage et qui paye, parce que ça est devenu important. Et donc, Maître Mostin expliquait qu'elle avait eu un cas d'un dossier dans lequel, pour finir, il s'était avéré qu'il y avait une citerne dans la cour, cour commune à usage exclusif, mais qu'en fait, pour finir, la citerne, c'était un autre qui l'utilisait avec une pompe qui se trouvait encore ailleurs. Enfin, voilà. C'était un imbroglio de choses que le géomètre, s'il avait fait son boulot plus ou moins convenablement, aurait pu voir. Je fais juste une parenthèse. Dans le cadre de notre commission, on aimerait bien essayer de définir des critères minima
que les géomètres doivent respecter. Et vous allez tout de suite comprendre, j'ai quand même un jour entendu un confrère qui m'a dit, oui, mais tu sais, moi j'ai fait la GoPro, mais j'ai reçu des plans, hein, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller sur place pour faire mon rapport, parce qu'en fait, enfin oui, enfin je recevais pas assez d'argent pour y aller et il fallait le faire à minima. Et ça, personnellement, c'est pour moi inadmissible. Je sais pas ce que vous en pensez. Soit. Mais Non, c'est pas. Je suis interpellé parce que souvent, on va faire une note technique sur base d'une situation de droit, parce que si ce n'est pas une situation de droit, ça ne passera pas. Et donc, on se pose la question, est-ce que ça sert à quoi finalement d'aller sur place? non, ça peut être une situation de fait aussi. Mais, On peut expliquer les deux. On peut expliquer les deux dans son rapport. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Parce qu'elle peut évoluer par après encore, situation de fait, les compétiteurs peuvent décider de ne pas régulariser ou régulariser. Absolument, mais l'intérêt principal pour moi, c'est de donner une situation aux futurs acquéreurs et les gens savent, en lisant ton rapport, ce qu'à quoi ils peuvent s'attendre quand ils visitent l'immeuble. Après, qu'il y ait des soucis et qu'il faut régulariser, ça, c'est pas ton problème. C'est peut-être que même le notaire va. De droit. Mais tu informes. Enfin, moi, j'ai déjà fait ça souvent. J'ai dit, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Alors, soit on sait calculer des codes-parts quand même, soit on s'arrête parce qu'on sait vraiment pas le faire. Voilà. Mais je pense il faut être très clair. On peut faire plein de choses, mais à un moment, il faut pas. Enfin, bon, stop. Il faut pas trop aller dans le sens que les promoteurs aimeraient qu'on aille. Et d'ailleurs, ben, c'est justement le point suivant, c'est l'histoire du permis d'urbanisme. Parce que, bien sûr, nous ne vérifions pas, enfin, moi personnellement, je ne vais pas chaque fois aller m'enquérir à la commune de savoir quels sont les permis qui sont délivrés et ce qui est autorisé et pas autorisé. Je suis attentif à ce que je vois et à ce qui me semble autorisé, autorisable. Voilà. Maintenant, les histoires des chambres de bonne, ça c'est quelque chose de, enfin, à mon avis, plus compliqué. On ne sait jamais très bien les permis qui sont délivrés. Mais disons, voilà, j'y suis attentif, mais je ne vais pas dans le détail pour dire à quelqu'un, ben voilà, votre immeuble est en contradiction avec les permis d'urbanisme. Et donc ici, la commission recommande de ne pas, à la demande du notaire, par exemple, vérifier la conformité avec les permis. On a déjà eu des demandes de notaires qui disaient, merci de vérifier si tout est en ordre au point de vue urbanisme. Moi, je vous déconseille fortement de le faire parce que c'est quand même assez risqué et ça engage votre responsabilité. Et donc, être attentif à une infraction flagrante, éventuellement prendre connaissance des renseignements urbanistiques. Mais bon, ça, c'est éventuel. Alors, le point qui m'amène principalement aujourd'hui est la problématique de la valeur du lot, du calcul des quotes-parts, qui pour moi devient, disons, un sujet délicat. Pourquoi? Parce qu'en commission, on a discuté, enfin bon, voilà, on a eu pas mal de discussions au sujet de comment calculer les quotes-parts et quelle valeur faut-il prendre en compte pour l'établissement par entité. Ça veut dire, je prends directement le cas, l'immeuble qui est installé rue Neuve avec un commerce en dessous et des appartements au-dessus, est-ce qu'il faut évaluer le rez-de-chaussée commercial? Pour moi, ça devient vraiment une question que j'aimerais poursuivre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a eu pas mal de discussions entre nous. Alors, pour éviter toutes les confusions, et si vous posez des questions tout à l'heure, s'il vous plaît, essayez de respecter ces termes, parce que ça sera beaucoup plus clair. Donc, pour moi, les quotes-parts, c'est ce qui répond aux prescrits de la loi. Et à côté de ça, vous avez des clés de répartition de charges. Certains vont parler de quotité, de tantième, etc. Mais disons deux choses, quote-part, clé de répartition. Alors, pour rappel, la loi, ben, vous la connaissez peut-être par cœur. L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférentes à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de la valeur respective fixée, et on y est, en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation, de la situation de la partie privative, sur base d'un rapport motivé d'un géomètre, architecte ou agent immobilier. Et vous verrez plus loin dans la loi que la loi dit ceci, la loi indique clairement que l'on ne peut pas tenir compte de la valeur vénale des entités. Donc,
dire que cet appart est plus cher qu'un autre, on oublie. Toutefois, le critère de situation et d'affectation pourrait nous amener à utiliser des coefficients différents pour des entités situées à des positions différentes dans l'immeuble et ou avec des fonctions différentes. Maître Mostin insiste pour que l'on prenne en compte l'affectation suivant le permis délivré et pas suivant l'évolution possible de l'entité. J'ai un jour lu un bouquin d'un confrère dans lequel je pense qu'il estimait que si jamais il était possible de mettre une mezzanine dans un commerce avec une hauteur importante, il fallait déjà tenir compte de l'éventualité qu'on pourrait peut-être mettre une mezzanine. Je ne suis pas du tout cette idée. Pour moi, je dirais on suit le permis, ou en tout cas ce qu'on pense être le permis. Alors, concernant la situation, Maître Mostin précise orientation, hauteur, vue, localisation des espaces. Et elle précise encore que l'élément de valeur se définit par rapport à l'immeuble et non par rapport à une donnée extérieure de l'édifice. Vous commencez tout doucement à voir où je veux plus ou moins arriver. En France, il y a un confrère, M. Géraud, dont j'ai retrouvé une publication dans mon PC en préparant ceci, et il écrit dans son guide de la répartition des tantièmes et charges de copropriété. Attention, les Français, tantièmes, c'est quote-part chez nous. Donc, et il dit ceci, l'article 5 de la loi de 1965 précise que la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs distinctes des dites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation. Utilisation en France, c'est affectation-destination. La valeur relative doit être interprétée comme la valeur de comparaison de chaque lot privatif vis-à-vis de l'ensemble des valeurs du lot de copropriété au moment de la mise sous statut de la copropriété. Il est à exclure toute notion de valeur vénale, celle-ci dépendant aussi de critères autres que ceux relatifs à l'immeuble, convenance, époque, état des lieux, etc. Nous voyons également que l'utilisation des lots ne doit en aucun cas être prise en compte. On est toujours en France. Mais je pense que quand vous comparez la loi en France de 65, le texte de cette loi et le texte de la loi qu'on a aujourd'hui chez nous, c'est tout à fait similaire. Et donc, je pense que le législateur belge, il a voulu copier les Français. Et donc, les Français, ils disent bien que vous ayez un commerce, un bureau ou un appartement, pour eux, c'est à peu près la même chose en termes de calcul de coefficients. Alors que nous, on pourrait peut-être, enfin, nous, on a, personnellement, je l'ai déjà fait, pour un commerce, etc., on a pu un peu faire varier ce coefficient, enfin même beaucoup faire varier ce coefficient. Et donc, je pense que c'est une démarche qu'il faut peut-être mettre en perspective et se dire, tiens, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on suit l'idée que notre législateur a voulu mettre en place? Alors, en termes, pour alimenter la réflexion, deux questions viennent à se poser. Que représentent les quotes-parts? Ça, je pense que tout le monde le sait. En termes de calcul de quotes-parts de copropriété, ça, on sait ce que c'est. Mais à quoi servent les quotes-parts? Parce que c'est peut-être ça qui va nous permettre d'arriver à une réflexion finale là-dessus. Alors, vous me donnerez votre avis, Christelle est prête à noter, mais moi, j'ai déjà retenu la répartition des charges, et pas uniquement, hein, on est bien d'accord, puisqu'il y a les clés de répartition, etc. Le plus important, c'est la puissance de vote à l'Assemblée générale. C'est le remboursement lors de certains sinistres. De temps en temps, il y a des assurances qui remboursent pour des sinistres et on répartit ça suivant les quotes-parts. Et alors, pour moi, c'est là où ça peut vraiment coincer, c'est la répartition lors de la dissolution. Donc, imaginons que l'immeuble est entièrement démoli, il est par terre, il reste que le terrain et on vend le terrain. Comment fait-on pour répartir le montant de ce terrain? Sachant que peut-être il y a dans des immeubles où il n'y a pas que des appartements, mais disons avec des fonctions mixtes, bureaux, etc., où des valeurs vénales ont été payées de façon pas plus importante, mais en relation avec leurs biens, mais qui ne sont pas toutes proportionnelles les unes par rapport aux autres, par rapport à des surfaces. Est-ce qu'on va rembourser
le même montant à tout le monde, un mètre carré égale une quote-part, enfin voilà. Ça, c'est pour moi le truc qui coince un peu dans cette histoire de dire commerce, bureau, etc. Les Français, je n'ai trouvé nulle part ne parlent de cette problématique de dissolution. Tout ce que j'ai, pour la fin des bouquins que j'ai trouvés, ils n'en parlaient pas. Et donc, c'est lorsqu'on réfléchit à cette situation, un immeuble avec différentes affectations, qui parle de sa situation, différentes entités, à des coefficients très différents. Et alors, bon, j'aime bien mon petit exemple. Un immeuble de 4 étages, 2 commerces traversant le rez-de-chaussée, 4 appartements aux étages et 2 appartements penthouse. On a des choses qui sont différentes. Est-ce qu'on va commencer à survaloriser le penthouse, le commerce, ou pas? C'est des questions en suspens. J'ai bien une petite idée, mais pour l'instant, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et alors, si vous prenez cet immeuble et puis vous le faites tourner, un quart de tour sur lui-même, ou vous le déplacez à Bruxelles, dans un quartier, dans un autre quartier, etc., est-ce que vos coefficients vont bouger ou vont pas bouger? Et donc, je reviens à notre exposé de Maître Mostin qui dit l'élément de valeur se définit par rapport à l'immeuble et non par rapport à une donnée extérieure de l'édifice. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, voilà la grosse question d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais avoir un échange avec vous. Donc, la commission technique et droit aimerait définir une méthodologie uniforme pour notre association. Qu'en pensez-vous? Faut-il créer des clés spéciales pour les cas extrêmes qui donneraient un poids particulier pour une entité spéciale? Mais alors, pour moi, attention à l'évolution du marché immobilier, parce que si on donne, par exemple, il y a un jour un immeuble avec un commerce qui a, disons, une grosse valeur, et puis que demain, le commerce a beaucoup moins de valeur parce que ça s'est un peu affondré au point de vue commerce, mais quoi, on va chaque fois rechanger les cotes-parts, et si l'immeuble est démoli, quelle est la valeur qu'on va garder pour finir? Ce sont toutes des questions un peu compliquées. Et en discutant avec notre président tout à l'heure, je me dis que c'est vraiment un boulot que nous, on devrait prendre en charge, nous, géomètres, au niveau national ou au niveau du GEP, et qu'on aille prendre son bâton de pèlerin et aller retrouver les auteurs de cette loi pour voir quelles sont les bases sur lesquelles ils sont, enfin, quels sont les critères plutôt qu'ils ont utilisés pour fixer cette loi. Hein, pour dire, voilà, hein, pas de valeur vénale, toutes les affectations ont plus ou moins les mêmes coefficients, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait creuser et pour lequel enfin, notre profession est vraiment la mieux placée. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous écoute. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à tout ça? Est-ce que tout était clair? Je t'écoute. Si tu dis qu'il ne faut pas tenir compte du critère d'utilisation, donc un bureau à la même commerce, etc. Il y a quand même des caves, il y a quand même des entrepôts, il y a des garages. Non, mais ça, OK. Garage, cave, tout ça, c'est différent. Hein? On peut mettre chaque fois. Mais l'entité de base, l'appart et le commerce, c'est la même chose. Et je lisais dans le bouquin de M. Géraud, là, il disait, oui, mais évidemment, pour un commerce, on peut peut-être lui mettre un coefficient un peu plus élevé qu'un appart, parce qu'il a beaucoup de parties communes qui sont utilisées pour l'utilisation de son commerce. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'eux réagissent. Voilà. Réfléchissez. Oui? L'esprit de Maître Mostin, vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, un commerce a une valeur X qui peut être phénoménale, je pense à la rue Neuve, où on peut arriver à entre 500 000 et 1 million de selon la location, alors que dans les entrées particulières, les logements sont toujours à des valeurs tout à fait standards. Et dans ces conditions, s'il y a dissolution, on peut imaginer le préjudice monumental que subira leur équité. D'un autre côté, il faut aussi s'imaginer dans le temps, avec Internet qui évolue, avec ce parking comme tout le monde, avec que finalement, les loyaux commerciaux périclitent. Et que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans 30 ans. Absolument. Et se trouve la vérité entre les deux. Voilà. Il y a Attends, à la fois. Et toi, Ici, et il y a 50 ans, la société évoluait pas comme aujourd'hui. Maintenant. non, mais la règle, la copro, c'est 2018, hein, donc c'est pas vieux. Hein.
la loi sur la copropriété telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est 2018. Hein. C'est pas vieux. Hein. Ou 10. Ah oui. Ah oui, ils ont tout à fait. Non, non. Non, non. Ah non, non, pas du tout. La nouvelle loi, on parle de on d'abord des surfaces relatives, on laisse tomber les valeurs vénales. C'est surfaces relatives, donc tu es obligé. Pardon, c'est les surfaces nettes, sorry. Donc, ah non, parce que pour moi, ils ont vraiment fait autre chose qu'avant. Enfin, soit. Vas-y. Moi, je pense que on ne peut pas tenir compte de l'évolution sociologique éventuelle. Parce qu'effectivement, on pense à une artère commerçante qui tout d'un coup est dévaluée pour une raison ou pour une autre, ou également le problème des ventes par Internet. Et là, il y a une véritable influence parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une série de superficies commerciales qui ne conviennent absolument plus aux réalités actuelles. Mais c'est aussi vrai pour les appartements. On peut très bien imaginer qu'à un moment donné, des appartements qui font par exemple 115 mètres carrés actuels, 120 mètres carrés pour un 3 chambres, et comme ça se passe à Paris, qu'à un moment donné, ces appartements vont être complètement dévalués parce qu'en fait, économiquement et sociologiquement, un grand appartement à Paris, c'est 80 mètres carrés. C'est quelque chose qui pourrait très bien, petit à petit, se retrouver à Bruxelles. Et donc, je pense, moi personnellement, qu'en fait, on doit tenir compte, quand on divise un immeuble, des valeurs qu'on peut attribuer au jour même, le jour où on demande effectivement la division en immeubles, et que cette évolution, eh bien, on ne peut pas la contrôler et on ne peut pas savoir dans quel sens ça peut aller. Donc, je crois que le fait de dire, tiens, oui, mais on ne sait pas prévoir ce qui va se passer dans l'avenir, donc on met tout à un, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens non plus. Pourquoi? Parce que lors de l'investissement même, donc ceux qui vont acheter un commerce plus cher parce que l'artère est bonne, bien commerçante, etc., donc ils achètent ça à une valeur, à un temps T, et les autres appartements sont vendus ou pas vendus, mais on fixe une valeur à un instant T. Et on ne peut pas tout changer quand on sera à l'instant T2. Ça, c'est en tout cas mon avis. Ok, mais quand tu parles de valeur, c'est quoi? Tu parles de quoi? Parce que c'est ça qu'il faut dire. Pour moi, c'est la valeur vénale, contrairement à ce que Oui, mais la loi l'interdit, donc. Donc ça, on ne peut pas. Un commerce, quelqu'un qui achète un commerce, déjà, il a en général, c'est un professionnel. Donc, il a peut-être déjà une déductibilité fiscale beaucoup plus importante qu'un privé. Alors, j'entends bien qu'il va peut-être utiliser plus les parties communes, mais il ne va pas spécialement. Je ne vois pas quel serait le justificatif. Tout ça se tient. Enfin, quelqu'un qui achète un appartement participe aux charges. Je perds le fil de mes idées, hein, mais un commerce a un avantage aussi, il paye plus cher, mais il a un avantage, il a une rentabilité nettement plus. Il l'achète plus cher. Il l'achète plus cher. Il l'achète plus cher. Oui, il l'achète plus cher, Ouais. mais il a un avantage aussi. Non, mais sur la rentabilité, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pas du tout, parce que la rentabilité d'un commerce, si tu veux, à l'instant T, eh bien, elle est peut-être bonne actuellement, mais qu'est-ce que c'est la rentabilité d'un commerce? Est-ce que c'est véritablement la déterminer? Ça, c'est pas du tout certain. C'est du commerçant qui exploite. Hein. Ah ben oui, du commerçant qui exploite. OK, mais donc la rentabilité, si tu veux, des commerces à l'heure actuelle, dire qu'elle est supérieure à la rentabilité de quelqu'un qui achète un appartement et qui le loue, ça n'est pas vrai. Tout simplement, ça n'est pas vrai. Non. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pas ça. Oui, mais ça n'est pas Même votre idée, après le Covid, tout le monde voulait un appartement avec un balcon ou une terrasse. Mais même des balcons de 50 cm de large, ça faisait, tout le monde voulait ça, quoi. Donc les balcons auxquels on attribuait des coefficients de 0,02, quoi, ben, est-ce que c'est encore valable? Donc c'est vrai, tout ce qu'on est en train de dire, c'est ça que je disais, dans le temps, les choses n'évoluaient pas, ne changeaient pas si vite. Maintenant, tout change très vite et on veut fixer une valeur pour l'éternité, pour un bâtiment. On ne va pas changer les quantités comme pas tous les 10 ans. C'est bon. Ouais, ouais. Mais tu vois, C'est ça le problème. mais je ne crois pas qu'il soit dans la salle. C'est la question qu'il faudrait poser à un juge de paix. Sera-t-il d'accord que les copropriétés revoient leur quote-part
sur base de l'évolution du marché, de l'évolution. Enfin, C'est ça. je ne parle pas de. Ça, c'est une boîte de contrôle. Mais voilà, et c'est pour ça qu'en général, ils refusent. On est bien d'accord. Mais c'est ça la question. Parce que. Enfin, en perte de droit entre les parties. Non, et donc, tu as aussi le À la fois, parce qu'il y a en position numéro 2 derrière Marc Grillet qui voudrait parler. Je t'écoute. Non, derrière toi. Je sais pas, j'arrive pas à imaginer la question de la dissolution. Dans quel cas Et ça, c'est l'exception de l'exception. Et je pense que ça n'existe quasi pas. C'est quoi? Si. Oui. À la côte, ça Non, existe. Hein. non, parce qu'à la côte, ils reconstruisent tout de suite un truc dessus. Oui. Et là ils n'abandonnent pas. Non. Mais la dissolution, c'est l'idée que je voulais développer ici, c'est que la copropriété est démolie parce qu'il y a Poutine a envoyé un scud. Hein, il faut raser l'immeuble et les gens ne veulent plus reconstruire. Et donc, ils se déchargent de leur quote-part et ils se déchargent de leur terrain. Et il y a 1 million d'euros qu'il faut se répartir. Comment fait-on? C'est ça, l'histoire. Stéphane. De prendre en compte les valeurs pénales, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez la rue Royer. Il y a 30 ans, le commerce valait entre 50 et 80% plus cher que le mètre carré appartement. Maintenant, on est à des appartements qui valent plus cher que le mètre carré commerce. Il y a 30 ans, hein. On parle d'une vie d'immeuble, c'est peut-être 70, 80, 100 Tout à fait. ans. Donc, commencer à mettre des pondérations particulières pour le commerce à l'instant T, c'est dire, voilà, ce sera toujours la même situation qui va prévaloir dans le temps. Et ça crée d'énormes problèmes au sein des copropriétés, parce que les commerçants qui sont déjà exempts complètement, par exemple, dans ces rues-là, se retrouvent à devoir payer des charges énormes pour des choses en général dont ils ne bénéficient pas, ou très peu. C'est aussi parce que. Et les occupants des appartements se retrouvent avec la nouvelle loi à former des comités contre les gens qui occupent le rez-de-chaussée, les commerçants, et ils ont suffisamment de quorum dans les deux cas de figure, et ils imposent des charges énormes parce qu'ils savent très bien que de toute façon, 30% va être payé par le commerçant. Donc, je pense que si on a des coefficients fortement différents entre les entités, je pense que là, on doit d'office mettre une clé de répartition de charges. Il faut mettre un autre tableau à côté pour que la vie soit raisonnable. Et encore autre chose, mais ça, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'un appartement qui a une meilleure situation dans l'immeuble qu'un autre, parce qu'il a du soleil, parce qu'il a un joli parc ou parce qu'il voit une décharge, un truc à ordure, bon, là, c'est clair qu'on peut avoir une différence de coefficient. Parce que, oui. Non. Demain, on va aussi. OK, mais aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, pas. Mais ça, c'est. Attends, Stéphane. Ça, c'est prévu dans la loi, hein, ça? Puisqu'il parle très bien, et Mostin le dit aussi. Situation dans l'immeuble, tu peux avoir deux choses qui ont, enfin, deux entités qui ont des affectations identiques, mais qui sont mieux mises, plus hautes, plus de soleil, plus. Mais un appartement penthouse sur un toit, par rapport à un qui se trouve au premier étage au niveau de la rue, eh bien, en termes de copropriété, on dit qu'il peut y avoir une différence. Il a une valeur pénale. Non, on ne parle pas de. Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais la loi prévoit ça. À la fois. Dominique? Les comités, si je ne me trompe pas, quand on va dans l'Assemblée générale, on voit tout de suite l'importance qu'elles ont confrontées aux réalités économiques actuelles, notamment les PEP qui vont coûter très très cher en copropriété. Ça va faire exploser les discussions dans les assemblées générales. Hein. Parce que finalement, le problème, c'est que celui qui est tout en dessous, classique, il n'a pas envie de payer l'isolation d'une toiture, du penthouse. Donc, c'est là l'importance de nos choix et de nos attributions de quotité. Ça doit permettre de la gestion correcte de l'immeuble. Tout comme c'est tout stupide de mettre tout sur le dos d'un commerçant et tout en dessous parce qu'il n'utilise plus certains aspects par rapport à d'autres aspects, il aura la même responsabilité d'isoler ou de payer la toiture qu'on va devoir faire aux normes. Donc tout ça, je pense qu'il ne faut pas oublier le but, c'est d'en sortir dans des assemblées générales. Hein. Donc les comités, si elles sont mal faites au départ, on va avoir beaucoup de problèmes à gérer la. Absolument. Il y a encore juste quelque chose que je voulais rajouter. Donc aujourd'hui, la loi prévoit qu'ils payent des sites. Donc
il y a des travaux qui sont spécifiques pour un certain nombre d'appartements, ben c'est ceux-là qui vont décider avec le quorum qu'ils ont, enfin avec le quorum, avec les quotes-parts dont ils disposent, quoi. Oui, le pourcentage. Alain? Moi, je voulais faire le parallélisme avec ce Ouais. qui se passe à Saint-Beuve, dans la fameuse galerie, où à l'époque, le cadastre était super élevé. Et aujourd'hui, comme le revenu cadastral est fixé, on se retrouve là-bas avec des galeries vides, non reprises, parce que les charges sont trop importantes. De la même manière, si à un moment donné, il y a une mutation dans un quartier et que les charges pour un commerce sont trop élevées, en fait, ce qu'on risque d'avoir, c'est une cellule vide au rez-de-chaussée et plus de participation. Enfin, ici, il y aura toujours une participation, mais une dégradation du bien globalement parce qu'il n'est plus utilisé. Et donc, cet équilibre, enfin, ne pas affecter trop de parts à un commerce juste parce qu'il a une valeur pénale initiale plus élevée, c'est s'assurer aussi enfin, ne pas le faire, c'est s'assurer d'un équilibre. Oui, on ne le tue pas, quoi. On ne le tue pas dès le départ. On ne le tue pas. OK. Ben, OK. Quelqu'un veut encore intervenir? Parce que je vois que l'heure est déjà passée. Parlons de l'immeuble à la main. Ah, non, c'est pas. Moi, la messe, c'est pas mon truc, c'est le Bretagne. Ben, là, il n'y a pas de copro. Insister sur cette différence entre les quotes-parts de commun foncier et la clé de répartition de charges. Parce que derrière, particulièrement pour nos clients sont les particuliers, leur interrogation, c'est et les charges. Qu'est-ce que je vais payer? Qu'est-ce que je vais payer? Comment je vais répartir? Et quand l'idée, c'est de séparer un immeuble familial pour que la maman continue à occuper un étage et que les enfants occupent les deux autres, c'est qu'est-ce que je fais au niveau des charges? C'est bien expliqué que les deux ne sont pas nécessairement identiques et qu'on parle de commerce là aujourd'hui. Moi, j'ai des cas où le commerce, c'est box in the box. Hein, et il n'accède même pas au commun, il a sa propre entrée, il n'a rien dans les sous-sols, il n'a pas de parking, rien du tout. Donc, quelque part, il a des codes-parts de commun, parce que dans les communs, il y a notamment tout ce qui est structuré, mais en termes de charge, il n'accède même pas au hall d'entrée. On est d'accord. Quelque part, avoir deux clés, une foncière et une liée aux charges, tout son sens. Par rapport à ça, il y a la discussion. Un instant. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a aussi la problématique des ascenseurs. Ça, c'est aussi des discussions. Ça, je suis d'accord aussi. Mais bon, voilà. Mais il ne faut pas oublier que si on fait une clé de répartition de charges, il est très important de justifier. Et il faut le critère d'utilité. C'est à ce moment-là qu'on peut déroger. Oui, mais il y a l'utilité de malgré tout. Celui du rez-de-chaussée n'utilise pas l'ascenseur parce qu'il est au rez-de-chaussée. Mais il habite un immeuble de 5 étages avec ascenseur. Mais il n'y aurait pas 5 étages s'il n'y avait pas d'ascenseur. Non, mais, Donc, OK. Tu dissocies les deux dans ce cas-là. Voilà. Je dis tu dissocies les deux. Normalement, ton ascenseur, au moment où tu le places, ou alors tu interviens pour les très gros frais, ça passe sur les codes-parts, mais pour qui marche. les frais périodiques, Ouais. là, il peut en être exclu. Ce qui marche, non. Un immeuble peut exister quand il y a un ascenseur. OK, S'il mais ne peut pas payer l'ascenseur, il va prendre son commerce au rez-de-chaussée dans un immeuble de 3 étages où il n'y a pas d'ascenseur. OK, mais on peut très bien prévoir dans ce type d'immeuble que chaque entité paye les rénovations des ascenseurs en fonction des codes-parts, mais les consommations électriques soient réparties de façon différente. Et ça arrive souvent. Et ça, c'est des choses que les gens acceptent. Alors, je ne parle pas j'ai eu un immeuble à gérer où le 1 payait 1, le 2 payait 2, 3, 3, 4, 4. Donc, ça, c'était une histoire de fou. Enfin, bon, je ne suis pas intervenu, je leur ai dit très bien, on continue comme ça. Mais non, mais soit. Mais on peut avoir des systèmes différents. Une dernière question? Oui. Mais il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Voilà. Écoutez, on va accueillir alors notre conférencier suivant, qui est monsieur le juge Delforge. Et je le vois au fond de la salle. Avec plaisir. Je ne reprends pas tout, parce que sinon.
Si, mais sautez ici. Ah, vous voulez. Très bien ici, voilà. Si jamais. Ah, voilà. Ah, ouais. Je vois. Voilà. Monsieur le juge Vincent Delforge a donc été licencié en droit à l'Université catholique de Louvain en 1990. Et je reprends quelques éléments de son imposant curriculum vitae, mais je ne vais pas prendre trop de temps non plus. En mars 1998, il est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Charleroi. De 2006 à 2011, il préside le collège des syndics des médiateurs de dette de l'arrondissement de Charleroi. De 2013 à 2016, il est médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation en matière familiale, civile et commerciale. Je mentionne particulièrement ce point puisque cela fait référence à notre participation à la CCAI, la Chambre de médiation, conciliation et arbitrage en matière immobilière. Du 1er juin 2016 au 22 décembre 2021, il a été juge de paix du canton de Nivelles. Et maintenant, depuis le 22 décembre 2021, il est juge de paix du 2e canton de Charleroi. Depuis le 1er septembre 2024, et j'en termine, il est président national de l'ASBL, Union royale des juges de paix et de police. Monsieur le juge, je vous en prie. Eh bien voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse tout, presque mon éloge fidèle. Non, c'était un peu tôt. Ben oui, voilà, effectivement, je pense que j'ai vraiment répondu favorablement à l'invitation de votre confrère, monsieur.